Comment une rivalité aussi puérile entre frères a-t-elle pu dévoiler le secret le plus inavouable de notre famille? Enfant, avec mon frère Sian, on était inséparables, mais toujours à se chamailler, comme chien et chat. La moindre occasion servait de prétexte à la bagarre. S'il entrait dans la cuisine, je le poursuivais armé d'un couteau, et s'il me surprenait à la salle de bain, il prenait le club de golf de papa pour tenter de m'assommer. On se disputait la télécommande, la première part de pizza, ou même pour savoir lequel détestait l'autre le plus. Les disputes finissaient souvent en pugilat, qui se terminaient avec les cris de maman et des passages à l'hôpital. Impossible de nous supporter, jusqu'à l'adolescence où on s'est lancé ensemble dans le MMA. On n'imaginait pas dans quelle spirale ça allait nous entraîner. À notre première séance, il m'a mis KO. Ce soir-là, je lui ai jeté une paire de gants en lui disant de s'en servir. Le lendemain, on est arrivés en cours tous les deux avec des cocards. Rapidement, la rivalité s'est muée en entraide. À force de s'entraîner ensemble, on est devenus de vrais frères d'armes, inséparables. Il me suivait partout. Si tu t'attaques à moi, tu t'attaques à lui. 12 ans plus tard, nous voilà tous les deux ceintures noires. Un jour, alors qu'on s'entraînait à la salle, le téléphone de Sian s'est mis à vibrer violemment dans son sac. Il a vu 2 appels manqués de maman et je l'ai vu blêmir. Quand maman appelle 2 fois, ce n'est jamais sans raison. C'est soit la mort, soit une urgence grave. Il l'a rappelé aussitôt, son visage s'est décomposé en quelques secondes. Faut y aller, tout de suite. Sans poser de questions, j'ai attrapé mes affaires et couru derrière lui. On a pris la direction de l'hôpital et pendant tout le trajet, impossible d'obtenir la moindre explication de Sian à part « dépêche-toi ». En entrant dans la chambre, j'ai eu un choc. Maman gît sur le lit, le visage tuméfié, le nez en sang, méconnaissable comme après un accident grave. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» souffle Sian, la voix tremblante. Maman éclate en sanglots. 2 hommes se sont introduits à la maison cette nuit. Ils m'ont roué de coups. Sian explosait de rage. Je lui tenais la main pour qu'elle se sente moins seule. Ils n'ont rien touché, poursuit-elle. Ni l'ordinateur, ni mon sac, rien. On dirait qu'ils ne sont venus que pour me faire mal. Mon cerveau était en surchauffe. Qui pouvait s'en prendre à elle de cette façon? Comme si elle lisait dans nos pensées, elle a ajouté « Peut-être que vous pouvez les reconnaître avec la vidéo de surveillance ». Elle montrait le téléphone resté dans sa poche. Maman avait installé des caméras partout chez elle par crainte des cambriolages. Sian et moi, on s'est précipités sur le téléphone. Sur la vidéo, 2 types masqués forcent la porte, foncent tout droit sur elle, ignorent complètement ce qu'il y a autour, puis la jettent à terre et la tabassent. On avait le cœur serré en visionnant ces images. Ils étaient tout en noir, difficiles à reconnaître, jusqu'à ce qu'à un moment, l'un lève le bras et laisse apparaître un tatouage très distinctif sur son cou. Je me suis figé. Ce tatouage, je l'avais déjà vu. Sian, regarde, c'est Jason, l'ami de papa. Il a exactement ce tatouage à cet endroit. Sian m'a lancé un regard comme avant ses combats, prêt à exploser. Il faut dire que des années plus tôt, une collègue jalouse avait inventé une histoire sur maman pour séduire papa, l'accusant d'infidélité à l'aide de faux messages. Papa était parti furieux, sans jamais écouter maman. Il n'avait plus jamais été le même. « Tu crois que papa est derrière tout ça ?» ai-je murmuré. « Tu penses qu'il a demandé à Jason de s'en prendre à maman? On fait quoi? On prévient la police. » Un lourd silence s'est installé, puis Sian a tranché. « Non, pas la police. »« Quoi ?» j'ai balbutié. Mais il insistait. « Au mieux, ils prendront 6 mois avec sursis. Ça ne changera rien. La vraie justice, on va la faire nous-mêmes. » J'ai regardé maman, le cœur serré, et j'ai acquiescé. Alors on fait quoi? On découvre la vérité, et on règle ça à notre façon. Pendant plus d'1 an, on a mené notre enquête sur Jason. Filature, observation, on notait ses moindres faits et gestes. On s'entraînait sans relâche. Chaque coup, chaque stratégie, c'était pour elle. Tous les indices convergèrent sur Jason. Il avait été vu avec des vêtements noirs le jour de l'agression. Du jour au lendemain, il roulait dans une voiture neuve et son crédit maison avait disparu. Papa avait déjà l'habitude de payer certains services à des amis, alors tout collait. Quand le doute n'était plus possible, on a décidé d'agir. Un vendredi soir, on a attendu Jason à la sortie de son club habituel. À peine sorti, on lui barre la route. Je serrais une batte de baseball dans les mains. Sian craquait ses phalanges. Jason nous jauge, puis grimpe dans la voiture sans broncher. Direction chez papa, qu'on savait seul. Quand il a ouvert, il est resté bouche bée. On a aussitôt investi le salon. Jason tentait de se défiler, mais on l'a coincé. « Dis-nous ce que tu as fait à maman. » Il bafouillait. « Je vois pas de quoi vous parlez. » Et là, Sian a balancé toute sa colère d'un coup. Jason s'est écroulé. On a la vidéo, on a reconnu ton tatouage. Papa a tenté de s'interposer. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai planté mon regard dans le sien. Tu lui as ordonné de faire ça? Tu as envoyé Jason tabasser maman? Papa tremblait, terrifié. Non, ce n'est pas moi, je vous le jure.
Sian s'est rapproché, menaçant. « Alors c'était qui l'autre? Qui a fait ça ?» Papa s'est effondré littéralement contre le mur, la voix brisée. « Ce n'était pas moi, c'était mon fils, mon autre fils, celui d'avant de rencontrer votre mère. Tu ne le connais pas. Il a 32 ans. » Un silence pesant s'est abattu sur la pièce. Papa avait donc un autre fils, un fils qui avait quasiment tué notre mère. Sian et moi, on s'est échangé un regard qui voulait tout dire. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Je l'ai agrippé par le col, tirant son visage tout près du mien. Son souffle puait la trouille et le whisky bon marché. Sian s'est faufilé devant la porte d'entrée pour couper toute retraite à Jason. Les mains de papa tremblaient. Il balbutiait le prénom de son autre fils, Casper, tout en avouant qu'il le soutenait financièrement depuis des années, sans que personne ne soit au courant. Il essayait de justifier que Casper avait besoin d'argent et qu'il lui aurait sous-entendu parler des objets de valeur chez maman. Tellement grossier, tellement absurde, que j'en avais la rage. Je l'ai projeté contre le mur, sans ménagement. Rien n'avait disparu chez maman, ni sac, ni télé, ni bijoux. Ça n'avait rien à voir avec un vol. C'était juste pour lui faire du mal. Sian a récupéré ma batte de baseball, la soulevant bien lentement pour que papa capte chaque geste. Les yeux écarquillés de peur, il s'est mis à cracher tout ce qu'il savait, balançant une adresse de l'autre côté de la ville et nous suppliant de ne rien faire à Casper. Il répétait « C'est qu'un gamin, il a fait une connerie ». Je me suis mis à rire. Un rire mauvais, parce que ce type, Casper, il a 32 ans, plus âgé que nous deux, et c'est lui qui a sauvagement agressé notre mère. On s'est rué vers la porte, et je me suis retourné vers papa et Jason, recroquevillés par terre. Je les ai prévenus. S'ils tentent d'appeler Casper ou la police avant qu'on ait terminé, on reviendra finir ce qu'on a commencé. On a roulé jusqu'à l'adresse de Casper en silence. 20 minutes dans la bagnole, sans qu'aucun de nous n'ouvre la bouche. J'avais les mains crispées sur le volant, les jointures blanches, le cuir du volant grinçait sous la pression. Sian, lui, respirait de plus en plus fort, comme avant chaque baston. On savait qu'on franchissait un point de non-retour, mais l'image du visage ravagé de maman tournait en boucle dans ma tête. L'adresse indiquée par papa nous a menés à un immeuble décrépit, moitié des lampadaires cassés, des tags sur tous les murs. On s'est garé juste en face, à épier la fenêtre du 3e, celle que papa avait désignée comme celle de Casper. Vers minuit, un mouvement à l'intérieur, une silhouette qui passe devant la fenêtre. Sian voulait attendre le matin, laisser Casper sortir bosser pour l'intercepter dehors, loin des regards indiscrets. Ça me brûlait de grimper lui régler son compte tout de suite. Mais Sian avait raison. On avait passé 13 mois à réfléchir avant d'agir, à pister Jason, à accumuler les preuves. Se jeter dans la gueule du loup, c'était le meilleur moyen de finir au poste, à l'hosto ou pire. On a filé dans un dîner ouvert toute la nuit, on s'est affalé dans une banquette du fond. La serveuse nous a amené du café, et on a aligné tout ce que papa nous avait lâché sur Casper, griffonné sur des serviettes en papier. Nom, âge, adresse, les combines de papa. 3 heures du matin, mon téléphone vibre. C'est le nom de maman qui s'affiche. Une boule dans la gorge, elle n'appelle jamais à cette heure-là. Je décroche. Je l'entends pleurer, demander où on est, raconter qu'un cauchemar lui a fait croire qu'il nous était arrivé malheur. Je lui mens. Je lui dis qu'on squatte chez Sian, qu'on mate des films avec des pizzas. Elle a l'air sceptique mais finit par nous dire de faire attention, puis raccroche. On retourne au pied de l'immeuble de Casper à 6h, on se gare comme la veille. 6h30, Casper sort en uniforme marron de livreur avec le logo de sa boîte sur la poitrine. Sian photographie la plaque du camion et le logo. On le suit jusqu'à un grand entrepôt en périphérie et on le regarde pointer à l'entrée. Maintenant, on a ses horaires, son taf. Toute la semaine suivante, on le colle à la trace comme on l'avait fait avec Jason. Il abattait 10 heures de taf, 5 jours sur 7, passait au même magasin pour sa bière le soir et rentrait direct. Chez lui, c'est éteint avant 10 heures. Il vit seul, pas de compagne ni de coloc, du moins en apparence. Sian tombe sur ses comptes de réseaux sociaux et on passe des heures à tout décortiquer. Des vieilles photos avec papa, des barbecues, des matchs de baseball, des anniversaires familiaux auxquels on n'a jamais eu droit. Papa y sourit, étreint Casper, tout fier. Découvrir cette vie qu'il a cachée à maman et à nous, ça me retourne l'estomac. Il a préféré cet autre fils, il l'a payé pour faire du mal à notre mère et il s'est tu toutes ces années. Ensuite, Sian déterre des postes où Casper se lamente de galères d'argent, de pensions qu'il n'arrive pas à payer. Là, on comprend mieux pourquoi papa l'a choisi. Il avait la motivation parfaite. Il a dû lui faire miroiter assez d'argent pour qu'il règle ses dettes, en échange d'un sale boulot. En fouinant, je tombe sur des photos de Casper. Il y a 3 ans à l'anniversaire d'une petite fille, sa fille visiblement. Meilleur jour avec ma princesse, en légende. Et tout le monde qui commente sur le super papa. Je montre ça à Sian,
qui zoome sur le visage de Casper, l'air d'un type ordinaire, content, loin de l'image d'un salaud prêt à cogner une femme pour de l'argent. Mais en descendant dans ses publications, 6 mois plus tôt, on tombe sur ses soucis avec la justice et la pension, son ex-femme prête à lui retirer la garde s'il paie pas. Il parle de 20 000 $ d'arriérés, de saisie sur salaire, puis de désespoir, qu'il a besoin d'un miracle. Papa a sûrement vu ces messages et s'en est servi pour le manipuler. Rien qu'à imaginer qu'il a transformé l'amour de Casper pour sa fille en arme contre maman, j'ai la nausée. 3 jours d'affilée, on reste dans la voiture devant chez Casper, à retourner nos options. Je répète qu'on devrait refiler tout ça à la police. Vidéo de surveillance, la bagnole neuve de Jason, son prêt immobilier effacé, tout, leur expliquer que papa a l'habitude de graisser la patte de ceux qui acceptent ses magouilles. Mais chaque fois, Sian secoue la tête et me rappelle que papa saura se payer un avocat redoutable, capable de faire voler en éclats tout ce qu'on a réuni. Jason prétendra que l'argent venait d'ailleurs, que son tatouage n'a rien d'exceptionnel. Casper, lui, affirmera qu'il travaillait le soir de l'agression de maman et il y aura sûrement son patron pour le couvrir. Papa saura jouer les victimes devant le juge, évoquant en larmes ses fils qui chercheraient à le piéger par rancune, à cause d'un divorce qui n'a même jamais eu lieu. Pour le procureur, nos filatures et nos enregistrements ne pèseront rien. Il les verra comme une enquête sauvage, une violation pure et simple de la vie privée. Tout ce qu'on a construit en 13 mois, balayé d'un revers de la main, et les 3 sortiraient libres comme l'air. Je sais qu'au fond, Sian a raison, mais l'idée me donne des envies de tout casser. Il nous faut une preuve dont personne ne puisse contester la validité. Il faudrait soit que Casper craque et passe aux aveux, soit qu'on coince papa en train de régler une transaction. Je propose de tenter de faire parler Casper et, d'un coup, les yeux de Sian brillent comme s'il venait de repérer la faille chez un adversaire coriace. On file dans un magasin d'électronique, on chope un petit dictaphone, discret, facile à glisser dans une poche. De retour chez lui, on s'entraîne à ce qu'on va dire pour faire tomber Casper dans nos filets. Sian prévoit de lui montrer la vidéo de surveillance, moi j'annoncerai qu'on sait pour l'argent, pour l'implication de papa. On jouera la carte de l'assurance, comme si on avait déjà tous les éléments pour le pousser à craquer. L'essentiel, ce sera de le coincer dans un lieu public pour éviter qu'il prenne la fuite ou tente de se défendre trop violemment et surtout de rester impassible pour ne rien éveiller chez lui. On passe des heures à répéter, à anticiper chaque réaction, à imaginer toutes ses réponses jusqu'à ce qu'on soit parfaitement rodé. Pendant les 2 semaines qui suivent, on continue de le suivre à la trace, d'épier ses habitudes. Tous les vendredis soirs, sans faute, il rejoint le Lucky's, un bar minable à l'est de la ville, avec le sol qui colle et un vieux billard planqué dans le fond. La lumière y est tamisée, la musique tellement forte qu'on ne distingue aucune conversation. Personne ne fait attention à ce qui se passe. C'est parfait pour nous. Le 3e vendredi, on le suit jusque-là, et on le regarde s'installer au comptoir, une bière à la main, à travers la vitre. On attend qu'il en soit à sa 3e pinte, l'instant où il commence à décompresser. Ses épaules s'affaissent, il ricane à une vanne du barman. C'est là qu'on entre, qu'on s'installe pile en face de lui. D'abord, Casper nous regarde sans comprendre, alternant entre Sian et moi, comme s'il essayait de resituer nos visages. Puis, soudain, il blêmit en comprenant, se lève brutalement, le tabouret raclant le sol. Je me penche vers lui. « Rassieds-toi, Casper. On veut juste te parler de ce qui est arrivé à maman. » Ma voix est calme, assurée. Je le vois hésiter, peser le pour et le contre, fuir ou écouter. Finalement, il se rassied à contre-cœur, les mains tremblantes en attrapant sa bière. Sian lance la vidéo de surveillance de l'agression, la tend sous ses yeux, zoomant pile sur le moment où le masque de Casper s'abaisse, révélant son visage l'espace d'une seconde. Ses yeux s'écarquillent, il bégaye qu'il ne voit pas de quoi on parle, qu'il n'a jamais vu cette vidéo. Mais la nervosité le trahit, des gouttes de sueur sur le front et la jambe qui s'agitent sous la table. Sian en remet une couche, zoome sur le tatouage de Jason, revient sur la tête de Casper. Je m'approche, je lance, on sait tout. Papa a déjà avoué t'avoir embauché, Jason aussi. Il a reconnu être là ce soir-là. Casper ouvre la bouche pour nier, mais aucun mot ne sort. Son visage s'effondre, il baisse les yeux vers sa bière, au bord des larmes. Puis, d'un coup, il déballe tout, en parlant à toute allure, comme s'il n'arrivait plus à se retenir. Il raconte que papa lui avait fait croire que maman avait volé de l'argent lors de leur séparation, qu'elle faisait barrage pour voir ses fils, qu'elle devait être remise à sa place. Le dictaphone tourne discrètement dans ma poche, enregistrant chaque mot. Casper jure qu'il ne voulait pas la blesser aussi gravement, que le plan c'était juste de lui filer la trouille, mais que Jason a pété les plombs, ne s'arrêtant plus. Il sort toutes sortes d'excuses, tente d'esquiver sa part de responsabilité, mais il finit par avouer sa présence, sa participation. Je lui demande pourquoi, et d'une petite voix brisée, il répond que papa lui avait promis 15 000 $, de quoi payer ses arriérés de pension et empêcher son ex-femme de lui enlever sa fille.
Il répète qu'il était au fond du trou, que papa lui avait décrit maman comme une vraie peste ayant détruit leur famille. Sous la table, je sens mes mains crispées, mais je garde un ton posé. Je le relance sur la préparation, sur l'entrée en scène, sur la vraie commande de papa. Casper continue de répondre en pensant qu'on sait déjà tout, qu'il a peut-être intérêt à coopérer. Sian lui demande la date du paiement, il confirme. Moitié avant, moitié après. Il sort son téléphone, nous montre son relevé bancaire. Regardez, je mens pas. Il tremble tellement qu'il manque de le laisser tomber, mais finit par nous afficher l'historique. J'en profite pour photographier la page. 2 virements en espèces de 7500 $ chacun. L'un 5 jours avant l'agression de maman, l'autre 3 jours après. Une preuve irréfutable qui relie les versements aux faits. Casper fond en larmes, il répète qu'il est désolé, qu'il avait désespérément besoin de cet argent, que sa fille risquait de lui être retirée, que papa lui avait retourné la tête contre maman, la faisant passer pour responsable de tout. Il nous supplie de ne rien dire à la police, expliquant qu'il perdrait tout. Son boulot, sa fille, toutes ces années passées à essayer de s'en sortir. Je n'éprouve pas la moindre compassion, convaincu que maman aurait pu ne jamais s'en relever. Sian s'avance, le regard glacial. Tu as 2 choix, Casper. Soit tu files tout avoué à la police dans les 24 heures, soit c'est nous qui remettons les preuves et l'enregistrement. Casper devient livide, secoue la tête nerveusement. Je peux pas aller en prison. Ma fille a besoin de moi. Mon ex m'empêchera de la revoir s'il me serre. Il supplie, demande s'il n'y a pas une autre solution, un moyen d'arranger les choses autrement. Je me lève et je le fixe droit dans les yeux, lui lançant qu'il a jusqu'à demain soir pour se décider, et que s'il essaie de fuir, on le retrouvera, quoi qu'il arrive, et il ne reverra plus jamais sa fille. On quitte le bar sans un regard en arrière, laissant Casper là, abattu, la tête dans les mains. Sur le parking, Sian et moi restons près de ma voiture à nous disputer à voix basse. Moi, je veux foncer au commissariat avec tout ce qu'on a, parce que laisser du temps à Casper, c'est le pousser à s'enfuir. Sian, lui, pense qu'il faut lui laisser l'occasion d'agir correctement, que ça pourra jouer en sa faveur s'il se rend de lui-même. Je lui réponds que Casper n'est qu'un lâche qui a fracassé notre mère pour du fric, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se découvrir une conscience. On se prend le bec comme ça pendant 10 minutes avant de trouver un terrain d'entente. Ce soir, on garde l'œil sur son appartement pour être sûr qu'il ne disparaît pas. Et s'il est encore là demain, alors d'accord, on attend l'échéance. On file à l'immeuble où vit Casper, on se gare pour avoir une vue sur sa camionnette et sa fenêtre. La lumière chez lui ne s'éteint que bien après 2 heures du matin, on se relaie pour surveiller. Vers 3 heures, enfin, tout s'éteint, alors on tente de dormir un peu dans la voiture, toujours en gardant un œil sur la camionnette, des fois qu'il tente quelque chose. Au petit matin, à 6 heures, le camion est toujours là. Je me surprends à penser que Tian avait peut-être raison et que Casper va finir par se rendre. On continue notre plan planqué à l'observer quand il quitte l'immeuble à 7h30, vêtu de son uniforme de livreur, comme si de rien n'était. Sian propose qu'on le suive, histoire de vérifier qu'il va vraiment travailler et qu'il ne profite pas d'un instant d'inattention pour filer sur l'autoroute. On le suit jusqu'au centre de distribution, on le regarde se garer, puis entrer. Je propose à Sian de rentrer dormir quelques heures chez lui et de revenir ce soir voir si Casper a tenu sa promesse. On s'effondre chez Sian, mais de mon côté, impossible de vraiment dormir. Je repasse sans arrêt les aveux de Casper, en doutant de notre choix. Vers midi, le téléphone de Sian sonne. Numéro inconnu, mais il décroche et met sur haut-parleur. Une voix nous demande si on cherche Casper. Là, j'ai un très mauvais pressentiment. C'est un de ses collègues du centre de distribution. Casper l'a appelé ce matin pour se faire porter malade et lui a demandé de nous prévenir si jamais on le cherchait. Le collègue ne comprend pas bien ce message, mais on le remercie et on raccroche vite. Sian et moi, on se regarde, pas besoin d'en dire plus. Casper s'est envolé, on fonce chez lui, mais sa camionnette a disparu du parking et personne ne répond quand on frappe. Je donne un coup de pied furieux dans la porte pendant que Sian appelle le centre en se faisant passer pour un pote à la recherche de Casper, espérant tirer une info sur une adresse ou un indice. Le type au téléphone nous dit que Casper s'est déclaré malade pour la journée, pas qu'il a quitté son boulot, donc il doit encore traîner quelque part en ville. On passe la journée à sillonner tous les endroits possibles où il aurait pu se cacher. D'abord chez son ex-femme, mais sa voiture à elle est devant, pas celle de Casper, donc on n'ose pas toquer, de peur de l'inquiéter. Ensuite, on file chez papa, on tourne dans le quartier 3 fois, rien, pas la moindre trace du camion. On tente l'appartement de Jason, on fait le pied de grue plus d'1 heure, mais Casper n'apparaît pas. À 18h, on commence à sécher sur les idées et je m'en veux de lui avoir laissé la moindre chance. Sian propose d'écumer les motels miteux près de l'autoroute, là où se planque quiconque espère partir sans se faire remarquer. On commence par le nord, on descend, on scrute tous les parkings de ces hôtels à la réputation douteuse. Enfin, à 20h,
On repère la camionnette de Casper devant un boui-boui nommé Highway Rest Motel, le genre d'endroit glauque où on loue la chambre à l'heure. Sian veut frapper à toutes les portes pour remettre la main sur lui et le forcer à aller au commissariat, mais moi, j'en peux plus de tourner en rond, alors je sors mon portable et j'appelle maman. Elle décroche au deuxième appel, la télé qui braille derrière. Je lui dis qu'on a retrouvé les types qui lui ont fait du mal, qu'on a des preuves, un enregistrement où l'un d'eux avoue, et qu'on va tout remettre à la police dès ce soir. Maman fond en larmes, mais cette fois, c'est autant du soulagement que de la peur. Elle nous supplie d'être prudents, de laisser la justice faire son travail, de surtout ne rien faire qui pourrait nous mettre en danger ou nous attirer des ennuis. Elle répète qu'elle ne veut surtout pas nous perdre à cause de cette histoire, qu'elle a bien plus besoin qu'on reste sains et saufs que de voir Casper puni. Je lui promets qu'on fera tout dans les règles, qu'on file droit au commissariat, même si une partie de moi crève d'envie d'aller tirer Casper de sa planque pour le faire payer sur le champ. On arrive au poste, on s'approche de l'accueil et je demande à voir l'inspectrice Scott, celle qui a géré l'affaire de maman. L'agent à l'accueil a l'air surpris, mais il l'a fait appeler. 20 minutes plus tard, l'inspectrice débarque dans le hall. Elle paraît plus fatiguée et vieillie que je ne me souvenais. Mais elle nous reconnaît tout de suite, son regard méfiant quand elle nous emmène dans une petite salle d'audition, table en métal, chaise dure, caméra qui clignote dans un coin. Son et moi prenons place, et on déballe tout ce qu'on a accumulé en 13 mois. Les photos de Jason, les copies d'écran des virements sur le compte de Casper, l'enregistrement du bar. On raconte l'histoire du fils caché de papa, la nouvelle voiture de Jason, son crédit immobilier remboursé d'un coup, nos planques, nos surveillances. On explique comment on a relié le tatouage de Jason à un vieil ami de papa grâce à la vidéosurveillance, comment les aveux de papa nous ont menés à Casper, comment toutes les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement. L'inspectrice Scott croise les bras tout le long, son visage se durcit à mesure qu'on expose tout. Quand enfin on termine, elle reste silencieuse, puis finit par nous lâcher qu'on vient de mener une enquête totalement illégale. Elle nous explique que l'enregistrement risque d'être écarté au tribunal à cause des règles strictes sur le consentement, et que, sans le vouloir, on a probablement foutu en l'air toute l'enquête en s'en prenant directement aux suspects et en les menaçant. Elle nous demande cash si on a frappé quelqu'un, menacé ou enfreint la loi d'une façon ou d'une autre pendant notre petite investigation. Mon cœur se serre, parce qu'on pensait seulement aider maman à obtenir justice, et voilà qu'on pourrait avoir tout balayé d'un revers de main. J'avoue qu'on s'est pointé chez papa pour confronter Jason et lui, qu'on a peut-être réussi à leur faire peur, mais qu'on n'a fait de mal à personne. Sian précise de son côté qu'on s'est contenté de suivre des gens dans des lieux publics et de prendre des photos sur la voie publique. Rien de caché. L'inspectrice Scott soupire et sort son carnet, nous annonçant qu'il va falloir détailler chaque étape de notre enquête, raconter qui on a suivi, ce qu'on a découvert, avec qui on a discuté, tous les lieux où on a mis les pieds, tout ce qui pourrait intéresser l'enquête finalement. Elle nous dit qu'elle a besoin d'un récit précis pour démêler ce qui reste solide dans le dossier de ce qu'on a potentiellement saboté. Ça va durer 4 heures, et à la fin j'ai la main en feu à force d'écrire. On remplit les pages les unes après les autres, à raconter notre surveillance de Jason, la filature de Casper, la confrontation chez papa, l'enregistrement au bar, et chaque fois qu'on croit avoir bouclé l'affaire, l'inspectrice revient avec une question qui nous fait repartir pour 3 paragraphes supplémentaires. Quand on finit enfin, il est largement passé minuit et je suis lessivé, angoissé à l'idée d'être arrêté pour harcèlement ou pire. L'inspectrice Scott récupère nos comptes rendus, précisant qu'elle doit voir le procureur avant de décider de la suite. Elle ajoute qu'on va nous recontacter et qu'en attendant, on a interdiction formelle de s'approcher des suspects ou de continuer la moindre investigation. On rentre silencieux, incapable de savoir si on vient de sauver le dossier de maman ou de le condamner une bonne fois pour toutes. 2 jours passent, puis l'inspectrice Scott me rappelle. Elle veut qu'on revienne au poste et conseille carrément de venir avec un avocat, si on en a un. Au ton de sa voix, il n'y a aucun doute, ce n'est pas une invitation. Sian et moi sommes morts de trouille. On est persuadés qu'ils vont nous coffrer pour tout ce qu'on a fait. On n'a pas de quoi se payer un avocat, alors on y va tout de même le lendemain matin en essayant de ne pas trop perdre pied. L'inspectrice Scott nous attend dans le hall, mais cette fois elle n'est pas seule. Elle nous présente Ada Kramer du bureau du procureur, un jeune type à peine la trentaine tiré à 4 épingles. Il nous serre la main sans traîner, puis on le suit avec l'inspectrice dans une grande salle de réunion avec une vraie table et des chaises confortables, bien loin de l'interrogatoire de la première fois. Kramer s'installe face à nous sans perdre de temps en formalités. Il commence direct. On a foutu un sacré bazar avec notre enquête en solo, et il est possible qu'on ait tout fait tomber, y compris les chances de condamner ceux qui ont fait du mal à notre mère. Mais il finit par reconnaître, un peu à contre-cœur, que même si nos méthodes étaient loin d'être idéales,
Les preuves qu'on a ramassées montrent clairement qu'il y a eu un vrai complot pour commettre une agression. Il a regardé les relevés bancaires, les photos, les images de vidéosurveillance où on voit le tatouage de Jason, et même si l'enregistrement risque d'être écarté par le tribunal, le reste tient la route. Il précise que si on joue franc jeu à partir de maintenant et qu'on arrête de jouer au détective, il veut bien bosser avec nous pour faire tomber Papa, Casper et Jason pour les coups portés à maman. Kramer ouvre alors un dossier, étale des photos devant nous et pointe les virements sur le compte qu'on avait signalé. C'est la clé selon lui. Les mouvements d'argent prouvent une vraie série de paiements juste avant et après les faits. Les photos de Casper et Jason ensemble donnent corps à leur lien. Ensuite, il montre l'enregistreur utilisé au bar et son visage se fait sérieux. Il explique qu'en fonction de la législation locale, enregistrer quelqu'un à son insu pourrait rendre la preuve irrecevable. La défense risquerait de s'engouffrer là-dedans pour tenter de tout annuler. Je sens une boule d'angoisse, puisque c'est cet enregistrement qui contenait les aveux de Casper. Kramer, le voyant sans doute sur mon visage, s'empresse de rassurer. Même sans l'enregistrement, le dossier est assez solide pour avancer. Son plan, c'est de convoquer Jason dans les prochaines heures pour tenter un deal. S'il accepte de témoigner contre Papa et Casper, il pourrait s'en tirer avec une simple probation ou une réduction de peine. Sian demande pourquoi on laisserait Jason s'en sortir aussi facilement, et Kramer explique que l'objectif, c'est d'avoir un dossier béton. Avec Jason qui parle, il pourrait pas prouver que Papa a tout orchestré. Sinon, Papa pourrait prétendre ne rien savoir et faire comme si Casper avait tout fait dans son coin. L'inspectrice Scott acquiesce. C'est classique dans ce genre de dossier. On fait craquer le maillon faible pour coincer les gros poissons. J'avais du mal à l'accepter, mais ça se tenait. Plus tard, l'après-midi même, l'inspectrice Scott et 2 collègues filent au motel où on avait localisé Casper. Kramer nous autorise à patienter au commissariat et à regarder par la fenêtre du parking quand ils ramènent les suspects. On poireaute là 2 heures, à boire un café imbuvable, les nerfs à vif. Finalement, une voiture de police arrive, et j'aperçois Casper à l'arrière. Dès que les policiers ouvrent la porte, Casper tente de se barrer, fonce vers la rue, mais l'inspectrice avait prévu le coup avec un 3e agent. Il le plaque au sol sans ménagement et le menotte, alors qu'il hurle qu'on le harcèle. Le voir passer devant nous menotté aurait dû me soulager, après 13 mois de traque, de confrontation, d'enregistrement, mais au contraire, je me sens vidé. Ce n'est pas la justice à laquelle on avait rêvé au départ. On voulait qu'il paie, qu'il souffre comme maman a souffert, qu'il ait peur à son tour, qu'il soit brisé. Mais au lieu de ça, il se fait juste embarquer comme un criminel parmi d'autres, rien de plus. Kian aussi avait l'air abattu, les yeux rivés au sol plutôt que sur Casper qui partait. Tout avait l'air trop propre, trop officiel, loin de la justice à laquelle on avait pensé. L'avocat de Casper a débarqué 3 heures après, type en costard, hors de prix, et clairement pas ravi d'être là. Kramer nous explique à travers la vitre que Casper fait valoir son droit au silence sur conseil de son avocat, ce qui est parfaitement prévu et normal dans ce genre de situation. Casper devait attendre dans une cellule jusqu'à sa mise en examen, sûrement dans 1 ou 2 jours. Ensuite, on a emmené Papa pour l'interroger. On ne pouvait rien entendre, mais à travers la vitre sans teint, on le voyait assis en face du détective Scott, tout petit et complètement perdu. Son avocat est arrivé en moins de 20 minutes et a immédiatement mis fin à l'interrogatoire. Papa n'a pas prononcé un seul mot. Jason est arrivé un peu plus tard, accompagné de son propre avocat. Et ça a été la même scène. Chacun a pris son avocat et s'est tu. Kramer disait que, d'un certain point de vue, c'était bon signe pour l'accusation. Les innocents cherchent à s'expliquer. Les coupables, eux, préfèrent se planquer derrière leur avocat. Pourtant, les voir sortir, muets comme des carpes, donnait l'impression qu'on en était toujours au même point. On avait nos preuves, nos enregistrements, nos photos, mais eux restaient là, silencieux, laissant leurs avocats parler pour eux. Cette semaine-là, j'ai eu l'impression qu'elle durerait une éternité. Tous les matins, je me réveillais dans l'espoir d'avoir des nouvelles, sans succès. Chaque après-midi, je jetais un œil à mon téléphone dans l'attente d'un appel de Kramer. Kian et moi essayions bien d'aller à la salle, mais personne n'avait vraiment le cœur à l'entraînement. On tapait dans les sacs, on se lançait dans des rounds histoire de dire, mais tout le monde avait la tête ailleurs. Maman appelait chaque jour, anxieuse, pour savoir si on avait appris quoi que ce soit. Le mercredi, elle est allée au tribunal avec le détective Scott pour demander une ordonnance de protection contre Papa, Casper et Jason. Cette décision leur interdisait tout contact avec elle et les empêchait de s'approcher de la maison ou de se trouver à moins de 150 mètres. Lila Rose, de l'hôpital, a vu maman ce jour-là pour lui expliquer comment tout allait se dérouler côté justice. Ce que voulait dire la mise en examen, à quoi ressemblait une audience préliminaire, ce qui se passerait si le dossier allait effectivement jusqu'au procès. Maman m'a appelé après, complètement abattue. Il y a tellement d'étapes et tellement d'attentes. D'après Lila, ce genre d'affaire pouvait durer des mois.
parfois même des années. J'ai essayé de la rassurer, mais je n'y croyais qu'à moitié tant j'étais également à bout. Le vendredi après-midi, mon portable a enfin affiché le numéro de Kramer. L'avocat de Jason proposait un accord. Jason acceptait de témoigner. Il reconnaissait que papa lui avait versé de l'argent, ainsi qu'à Casper, pour qu'ils agressent cette maman. Il dirait que tout avait été organisé par papa, qui voulait se venger des accusations d'infidélité qui datèrent de 5 ans. Jason détaillerait comment ils avaient été contactés, combien ils avaient reçu, et comment ils avaient monté le cambriolage pour que ça paraisse accidentel. En contrepartie, il exigeait que l'accusation de violence soit réduite à complicité, sans peine de prison ferme, juste de la mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. J'avais envie de hurler en entendant ça. Jason avait frappé maman jusqu'à la rendre méconnaissable, et il espérait s'en sortir les poches vides. Kramer m'a expliqué que tout dépendrait de l'honnêteté et de la précision de son témoignage. S'il ment ou s'il cache la moindre chose, l'accord tombe à l'eau et il sera poursuivi pour tout. Il voulait savoir ce qu'on en pensait, Tian et moi. J'ai répondu qu'il fallait qu'on en parle d'abord. 2 jours plus tard, on s'est retrouvés dans le bureau de Kramer pour discuter. J'ai dit que toute cette histoire me mettait hors de moi. Jason ne méritait clairement pas la clémence du tribunal. Kramer, adossé à son fauteuil, m'a répondu qu'il comprenait, mais qu'il fallait penser stratégie. Sans le témoignage de Jason, le dossier contre papa était bancal. Son avocat clamerait que papa ne faisait que se confier à son fils au sujet de son ex-femme. Il dirait que Casper avait agi de sa propre initiative, sans que papa en sache quoi que ce soit. Casper dirait sûrement qu'il avait mal compris ou qu'il avait agi seul. Les virements bancaires pourraient très bien passer pour une aide de famille tout à fait ordinaire. Et sur les vidéos de surveillance, on ne voyait que Casper et Jason, jamais papa. Il manquait le témoignage clé de Jason, qui pouvait tout relier. Lui seul pouvait confirmer que papa avait commandité les faits, donné des ordres précis et versé le paiement après coup. Avec ce témoignage, l'accusation de complot prenait tout son sens. Sans lui, tout risquait de s'écrouler. Tian a voulu savoir ce qui se passerait si on refusait l'accord. Kramer a répondu qu'il poursuivrait Jason malgré tout, mais que faute de preuves solides contre papa, ils pouvaient tous avoir des peines plus légères, voire que papa s'en sorte sans rien du tout. On a fini par accepter l'accord à contre-cœur, parce qu'on voulait qu'au moins papa soit reconnu coupable. Maman, elle, a eu du mal à accepter. Elle a pleuré. Jason m'a fait autant de mal que Casper. Pourquoi il s'en tirerait alors que Casper va en prison? Je lui ai répété ce que Kramer avait expliqué sur la nécessité du témoignage. Elle m'a alors demandé si on pouvait avoir confiance en Jason. J'ai répondu que, s'il mentait, l'accord sauterait immédiatement et il serait poursuivi pour tout. On en a parlé pendant 1 heure et puis elle a fini par céder. Ce qu'elle voulait, plus que tout, c'était que papa paye. Si ça voulait dire laisser Jason filer, elle était prête à faire ce sacrifice. 2 semaines plus tard, Jason passait devant le juge et plaidait coupable de complicité. Il gardait les yeux rivés au sol pendant tout l'énoncé de la peine. 2 ans de mise à l'épreuve, 300 heures de travaux d'intérêt général, l'obligation de rembourser les frais médicaux de maman et l'engagement de témoigner sans rien cacher au procès de papa et de Casper. Le voir quitter le tribunal libre me donnait envie de tout casser. 3 semaines après l'arrestation, la mise en accusation de papa a enfin eu lieu. Tian et moi, assis dans la salle, on regardait papa, menotté, en combinaison orange, debout devant le juge. Lecture des chefs d'inculpation. Complicité dans la préparation d'une agression. L'avocat de papa a immédiatement plaidé non coupable, puis s'est lancé dans sa plaidoirie, expliquant que papa n'avait fait qu'exprimer ses frustrations de père à son fils, qu'il n'y avait pas la moindre preuve directe d'un ordre. Les virements à Casper, d'après toujours la défense, n'étaient qu'une aide familiale. Papa, selon lui, n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit, tout venait d'un malentendu et de l'intervention malheureuse de Casper et Jason. Le procureur a contre-attaqué en mettant en avant l'accord et le futur témoignage de Jason. Après avoir entendu les 2 parties, le juge a fixé la caution à 50 000 $. J'ai cru, un instant, que papa resterait derrière les barreaux. Mais l'avocat a tout de suite sorti sa carte bancaire dans la salle même et la caution a été payée en moins d'1 heure. Papa est ressorti libre en attendant le procès. Le voir sortir du tribunal en habit civil, sans menottes ni combinaison orange, m'a donné envie de crier. L'audience de Casper a eu lieu la semaine suivante, à part. Son avocat a plaidé non coupable et attaqué d'emblée les preuves. Selon lui, les images de la vidéosurveillance étaient trop floues pour permettre d'identifier Casper avec certitude. Il disait que les versements bancaires ne prouvaient rien, que papa aurait très bien pu soutenir son fils financièrement, tout à fait légalement. Il soutenait également que Casper travaillait au moment de l'agression et affirmait avoir des témoins pour le prouver. Kramer s'est alors levé et a démonté chaque argument un à un, méthodiquement.
Il avait recoupé les horaires des virements avec ceux de l'agression. Il disposait du témoignage de Jason qui plaçait Casper sur les lieux. Et il avait la vidéo où, quand le masque glisse, on aperçoit nettement le visage de Casper. Le juge n'a pas cru à la défense. Il a fixé la caution à 75 000 $, plus élevée que celle de papa, puisque c'est bien Casper qui avait frappé. Incapable de réunir une telle somme, Casper est resté en prison dans l'attente de son procès. Les audiences préliminaires se sont éternisées pendant 2 mois, rythmées par d'incessants ajournements et requêtes. À chaque fois qu'on croyait avancer, un avocat déposait une nouvelle requête pour écarter une preuve ou réclamer un délai supplémentaire. Kian et moi étions présents à toutes les audiences, assis juste derrière maman, bien en vue, pour montrer à papa et Casper qu'on était là, qu'on ne comptait pas baisser les bras. On voulait qu'ils nous voient à chaque fois qu'ils passaient devant le juge. Le stress nous dévorait tous. Maman ne dormait plus et avait dû prendre des médicaments pour tenir le coup. Kian s'énervait à la moindre contrariété au club et parlait mal aux autres à l'entraînement. Moi, je n'arrivais plus à fermer l'œil. Dès que je m'allongeais, je revivais la confrontation chez papa. Cette idée qu'on aurait pu franchir la ligne, devenir à notre tour des criminels soi-disant au nom de la justice, me pesait de plus en plus. Le système judiciaire avançait à un train de sénateurs, c'était interminable, mais au moins, les choses progressaient. Papa et Casper allaient en finir par répondre de leurs actes. Ça devait suffire. Un après-midi, alors qu'on quittait le tribunal, l'inspectrice Scott nous a appelés, Kian et moi, pour nous parler à part dans un couloir. Elle avait cet air grave qui m'a glacé d'un coup. Elle nous a expliqué que l'avocat de papa tentait de bâtir un dossier affirmant qu'on avait harcelé et menacé ses clients. Ils avaient des déclarations de papa et Jason concernant la confrontation chez papa, et ils nous accusaient d'avoir extorqué des aveux sous la menace. L'inspectrice nous a regardé droit dans les yeux et a insisté. Il fallait qu'on garde nos distances avec papa, Casper et Jason. Sinon, on risquait de se retrouver dans la ligne de mire à notre tour. Son avertissement m'a paru totalement injuste, nous qui étions du côté des victimes, mais elle nous a clairement dit qu'elle cherchait à nous protéger, quoi qu'on ressente. Alors on a accepté de prendre du recul, même si chaque fibre de mon corps criait de continuer à venir affronter papa et Casper à chaque audience. Kian a hoché la tête et promis qu'on resterait à l'écart. L'inspectrice avait l'air soulagée, mais tendue tout de même. Elle s'est éloignée, nous laissant dans ce couloir avec l'impression d'être devenus suspects à notre tour. La semaine suivante, alors que j'étais au boulot, mon téléphone a sonné, affichant le nom de Stanley Bailey. Les mains moites, je savais qu'il ne m'appelait que si quelque chose clochait sérieusement au club. Il m'a demandé de passer le voir à propos de toute cette histoire. Il n'était pas en colère, juste profondément déçu, et c'est presque pire. Après mon service, j'ai filé au club et trouvé Stanley dans son bureau, la porte fermée. Il m'a fait asseoir et m'a demandé, droit au but, si Kian et moi avions fait quelque chose d'illégal dans notre enquête. J'aurais pu mentir, mais après 12 ans passés à nous entraîner avec lui, il méritait notre confiance. Je lui ai tout raconté. La filature de Jason et Casper, la confrontation chez papa, tout ce qu'on avait fait avant d'aller voir la police. Stanley m'a écouté jusqu'au bout, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a simplement secoué la tête, lentement. Son air disait toute sa déception, sans grande surprise, comme si, au fond, il s'en était toujours douté. Il s'est calé dans son fauteuil et m'a dit qu'il serait prêt à témoigner en notre faveur si la justice le demandait, mais que le club devait marquer ses distances vis-à-vis des comportements de justiciers. Il m'a rappelé que le MMA devait apprendre la maîtrise de soi, pas la vengeance. Ça m'a fait mal, parce qu'il avait entièrement raison. On avait complètement perdu pied. Il m'a dit que la réputation du club dépendait du sérieux de ses membres et qu'il refusait qu'on puisse croire qu'on formait des vengeurs masqués. J'ai compris son discours, mais ça m'a blessé d'entendre que le club, en quelque sorte, nous reniait. Stanley m'a dit que je pourrais continuer à m'entraîner, mais qu'il attendait désormais de moi l'exemplarité. Rien de moins. Quand je suis sorti de son bureau, je me suis senti tout petit, vraiment honteux d'avoir déçu quelqu'un qui comptait tant pour moi. Les mois suivants ont défilé, rythmés par des audiences et des démarches sans fin. Jusqu'au jour où Kramer a appelé, l'avocat de Casper venait de proposer un accord. Casper acceptait de plaider coupable pour agression aggravée en échange de 5 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle. Kramer a tenu à nous voir, maman, Kian et moi, avant de donner une réponse. Nous sommes allés à son cabinet. On s'est retrouvés tous les trois dans cette salle de réunion baignée d'une lumière crue. Kramer a détaillé les termes du deal, expliquant que Casper risquait plus en allant jusqu'au procès, mais qu'il pouvait aussi écoper d'une sanction plus légère si le jury se montrait clément. Il a souligné que ce genre d'accord avait le mérite d'apporter de la certitude, même si, souvent, la peine semblait dérisoire après tout ce qu'on avait traversé. Maman est restée silencieuse pendant tout son exposé, le regard bas, les mains qui tremblaient sur ses genoux. À la fin, elle nous a surpris, Kian et moi, en disant qu'elle voulait accepter. Elle a expliqué qu'elle était à bout de nerfs,
qu'elle n'avait plus la force de revivre un procès, de témoigner sur l'agression devant des inconnus. Sa voix s'est brisée au moment d'évoquer ce cauchemar, cette idée de devoir détailler devant Casper ce qu'elle avait enduré. Kian et moi, on était bouleversés. Franchement, 5 ans, c'était presque rien face à l'horreur que Casper lui avait fait vivre. Je repensais au visage tuméfié de maman à l'hôpital, je revoyais ses ecchymoses violacées, et je ne comprenais pas qu'on puisse infliger une peine aussi légère. Mais elle répétait qu'elle voulait que tout ça s'arrête, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle avait besoin d'avancer, d'arrêter de recommencer cette nuit-là dans sa tête. Kian m'a lancé un regard. J'y ai lu la même hésitation. Cette soif de justice mêlée au désir de voir maman enfin en paix. On a dit à Kramer qu'on respecterait la décision de maman. C'était elle la victime. C'était elle qui aurait à vivre avec les conséquences. Le procès de papa était fixé 2 mois après que Casper ait négocié, parce que papa refusait tout accord et proclamait son innocence. Kramer nous a expliqué que la défense de papa serait de prétendre que Casper et Jason avaient agi seuls, que l'argent envoyé à Casper était censé subvenir aux besoins de la famille. Rien de plus. Son avocat allait soutenir que papa ne savait rien des intentions de Casper ou de Jason et serait tombé des nues en apprenant ce qu'ils avaient fait. Kramer était plutôt confiant. Il pensait que le jury ne serait pas dupe, surtout vu que les virements bancaires coïncidaient parfaitement avec l'agression et que Jason accepterait de témoigner contre papa, affirmant qu'il avait tout orchestré. Quand la date du procès est apparue sur nos calendriers, c'était comme le compte à rebours d'un événement qu'on attendait presque depuis la nuit où on avait retrouvé maman à l'hôpital. La semaine avant l'ouverture, Kramer nous a appelés. L'avocat de papa le contactait à la dernière minute avec une offre de plaidoyer. Papa accepterait de reconnaître sa complicité contre 3 ans de prison. La colère m'a presque submergé. 3 ans, c'était encore moins que la peine de Casper alors que papa avait tout planifié. Kramer a insisté sur 5 ans pour rester cohérent avec la peine de Casper, puis ils ont fini par négocier à 4 ans après d'interminables discussions. Kramer nous a demandé si on voulait refuser ce compromis et risquer un procès. Mais il nous a prévenus. Tout procès comporte une part d'aléa et il n'était pas impossible que le jury se montre clément, voire accorde à papa une peine moindre. Quand maman a accepté, on a vu son soulagement tout de suite, c'était écrit sur son visage. Elle nous a expliqué qu'elle voulait juste tourner la page, en finir avec les audiences, les avocats et reprendre sa vie. Avec Sian, on est resté là, figé sur le canapé, partagé, abasourdi. 4 ans, c'était si peu pour quelqu'un qui avait orchestré une attaque qui aurait pu la tuer. Je repassais tout ça dans ma tête. Ce père prêt à payer son fils pour agresser son ex-femme, à manipuler tout le monde par pur orgueil et rancœur. Oui, 4 ans, c'était dérisoire face au traumatisme que maman porterait toujours en elle. Mais elle ne voulait plus revivre ça. Elle répétait qu'elle n'aurait pas la force d'endurer d'autres audiences, d'autres débats sur sa vie privée. On a fini par respecter son choix, même si, au fond, ça nous a semblé profondément injuste. L'audience de Jason a eu lieu la première, puisqu'il avait collaboré avec le parquet. Avec Sian, on s'est assis avec maman dans la salle. On a vu Jason se présenter devant le juge, flottant dans un costume beaucoup trop grand pour lui. Le juge l'a condamné à 2 ans de mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, et l'obligation de rembourser à maman ses frais médicaux. Il est sorti libre du tribunal, il a regagné sa voiture et s'est éclipsé, comme si tout ça n'avait jamais eu lieu. J'ai senti mes poings se serrer, la même rage revenir me heurter. Kramer est venu nous retrouver devant le tribunal pour nous rappeler que le témoignage de Jason était essentiel pour obtenir la condamnation de papa et Casper. Il a ajouté qu'on était parfois obligé de faire des compromis dans la justice pour attraper les vrais coupables. Je comprenais, mais voir Jason ainsi repartir libre ne rendait pas les choses plus supportables. 2 semaines plus tard, la condamnation de Casper a été un moment plus éprouvant encore. Sa fille, une gamine d'à peine 10 ans, était là, en sanglots, et Casper, les yeux baissés, n'osait pas la regarder. Le juge l'a sèchement sermonné pour avoir trahi les siens et tenté de justifier l'injustifiable par des problèmes d'argent. Il a rappelé qu'il aurait pu choisir une autre voie et qu'il avait préféré frapper une femme innocente pour quelques billets. Il a prononcé 5 ans de prison avec une libération possible au bout de 3 ans. Et Casper devait rembourser les frais médicaux de maman avec Jason. La fillette s'est effondrée en larmes quand l'huissier est venu menotter son père. J'ai ressenti un soulagement en le voyant partir, mais aussi un pincement en pensant à cet enfant privé de son père. Maman m'a pris la main, j'ai bien vu qu'elle pensait, elle aussi, à tous ceux dont la vie avait été brisée par cette histoire, pas seulement à la nôtre. 2 semaines après, retour au tribunal pour la condamnation de papa, et j'étais à bout de nerfs. Papa, en combinaison orange, menottes au poignet, semblait minuscule, pas du tout l'homme de mes souvenirs. Le juge lui a demandé s'il voulait parler. Papa a hoché la tête.
Il a commencé à dire qu'il n'avait jamais voulu blesser maman aussi gravement, qu'il n'avait cherché qu'à pousser la vérité à éclater à propos d'infidélité qui, au fond, n'avait jamais existé. Il a reconnu avoir commis l'irréparable, mu par la colère et la douleur. Il disait être désolé. Sa voix s'est fendue en évoquant la perte de sa famille, de ses fils. Le juge n'a pas bronché. À la fin, il s'est penché vers papa et lui a déclaré que tout avait été réfléchi, prémédité, qu'il avait payé pour qu'une femme innocente soit agressée et que ses remords ne s'étaient manifestés qu'une fois démasqués. Ses excuses n'effaceraient pas le traumatisme. Verdict, 4 ans de prison ferme, sans aménagement de peine. L'huissier l'a mené jusqu'à la sortie. Menottes serrées, papa s'est retourné une dernière fois vers nous, les larmes aux yeux. À côté de moi, maman s'est mise à trembler, puis elle a craqué. Dans le couloir du tribunal, elle a glissé le long du mur, submergée par les sanglots. Sian et moi l'avons soutenue comme on pouvait alors qu'elle répétait qu'elle n'aurait jamais imaginé une pareille issue, qu'elle n'avait pas voulu voir papa terminer ainsi, que tout était chamboulé. On l'a ramenée à la voiture, puis chez elle. Sur tout le trajet, elle est restée silencieuse à contempler la rue par la fenêtre. Une fois arrivée, on a commandé chinois et, en silence, on a mis sa comédie romantique préférée à la télévision. Elle n'a presque pas touché à son assiette, mais elle a souri plusieurs fois devant le film. On est resté avec elle jusqu'à minuit, juste pour s'assurer qu'elle allait bien et qu'elle ne préférait pas rester seule. Une semaine plus tard, alors que j'étais chez Sian, j'ai reçu un appel. Le nom de la détective Scott s'affichait sur l'écran et j'ai tout de suite senti mon cœur s'emballer. Elle m'a annoncé que le bureau du procureur avait examiné toute notre enquête et avait décidé de ne pas poursuivre contre nous. L'affaire était considérée comme réglée, les 3 agresseurs ayant été condamnés, et il ne voulait pas pénaliser la famille pour avoir cherché justice par ses propres moyens. Le soulagement a été tel que j'ai dû m'asseoir. J'ai appelé Sian aussitôt. Il a hurlé de joie au téléphone. Ces derniers mois, on avait vécu avec la peur constante de finir devant un tribunal après avoir affronté Jason et papa, suivi des gens ou enregistré Casper sans accord. 2 jours après cet appel, on reçoit une enveloppe, estampillée du bureau du procureur. Il y avait une lettre de Kramer, qui nous remerciait de notre coopération pendant toute la procédure. Il concédait que nos méthodes n'étaient pas très conventionnelles et qu'il ne pouvait pas valider officiellement notre enquête hors des clous, mais il reconnaissait que sans nos preuves, les condamnations n'auraient jamais été possibles. Il avait glissé des brochures sur l'aide aux victimes et les ressources pour les personnes ayant subi un traumatisme, et il concluait en espérant que notre famille pourrait enfin tourner la page et se reconstruire maintenant que justice avait été rendue. Cette lettre, même si ce n'était qu'une feuille, nous a vraiment aidé à passer à autre chose. Sian et moi sommes passés à la salle parce qu'on voulait discuter avec Stanley de notre retour à l'entraînement. On n'était plus venus régulièrement depuis 6 mois à cause des audiences et des rendez-vous avec les avocats. Stanley nous a reçus dans son bureau. Il nous a regardés de haut en bas comme pour vérifier qu'on n'était pas blessés, puis il a lâché « Vous avez une sale mine, franchement. Vous êtes à côté de vos pompes. Épuisés. » J'ai admis qu'on avait mis le sport de côté, vu les circonstances. Là-dessus, Stanley a répondu « Je comprends, mais si vous voulez revenir, il faudra d'abord passer par des séances de gestion de la colère. » Il expliquait que la salle ne pouvait pas se permettre d'accueillir des membres prêts à exploser au moindre différend. Quand Sian a commencé à grogner, je l'ai coupé. Stanley avait raison. Courir après la vengeance, ça aurait pu nous coûter très cher, et on avait vraiment besoin d'aide pour tout digérer. La première séance de gestion de la colère était bizarre. Les autres participants étaient presque tous beaucoup plus âgés. L'animatrice, la cinquantaine bien tassée, nous a demandé de nous présenter et d'expliquer pourquoi on était là. On a raconté l'agression de maman, notre enquête, chacun notre tour. Les gens avaient l'air choqués, impressionnés même qu'on ait retrouvé les agresseurs tout seuls. L'animatrice, elle, n'a pas semblé le moins du monde émue. Elle a passé l'heure à expliquer que, même si la colère paraît légitime sur le moment, elle finit par détruire celui qui la ressent tout autant que ceux contre qui elle est dirigée. Elle disait « La vengeance et la justice, ce n'est pas pareil, même si parfois ça se ressemble. » Les semaines suivantes, elle nous a poussé à réfléchir à la façon dont la colère avait dicté chacune de nos décisions sur 13 mois. Elle nous faisait voir qu'on avait failli sacrifier notre avenir, voire blesser des innocents, uniquement pour faire payer papa et ses complices. Les séances étaient dures, mais peu à peu, ma vision des choses a changé. Maman, de son côté, a commencé une thérapie spécialisée pour les victimes d'agressions et de traumatismes. Elle nous a confié que ses cauchemars s'espaçaient, même si parfois elle se réveillait encore en sursaut. Être seule chez elle, surtout la nuit, la mettait toujours mal à l'aise. Kian et moi avons passé un week-end entier à poser de nouveaux verrous partout et à ajouter des caméras là où l'ancien système laissait des angles morts.
On a aussi installé des détecteurs de mouvement autour de la maison, histoire d'éclairer tout de suite sous ses fenêtres en cas de passage. Maman nous regardait bricoler et nous disait qu'elle se sentait déjà plus en sécurité, rien qu'en nous voyant renforcer la maison. 3 mois après les condamnations, elle nous a appelés pour qu'on passe chez elle et, en arrivant, on a trouvé la table couverte d'annonces immobilières. Elle réfléchissait sérieusement à déménager, le quartier et la maison étaient trop chargés de souvenirs douloureux. Chaque pièce lui rappelait cette nuit-là. Elle voulait reprendre ailleurs, tourner la page. Les 2 semaines suivantes, on a écumé avec elle les visites. Elle cherchait quelque chose de plus petit, facile à entretenir, forcément très sécurisé. On a trouvé une maison pas loin de notre salle de sport, avec porte blindée et alarme dernier cri. Le quartier était calme, rempli de familles, de promeneurs et de chiens. Dès qu'elle a franchi la porte, son visage s'est illuminé et elle nous a dit « Ici, je me sens bien ». Le déménagement a pris 3 semaines. On a empaqueté tout l'ancien chez elle. Sian et moi avons vérifié tous les verrous et huisseries, posé des caméras sur chaque angle, programmé la nouvelle alarme pour qu'elle nous prévienne directement. Maman a lancé dans un sourire « Ma maison est mieux protégée qu'une banque », mais on voyait bien, chaque soir en fermant les portes, combien elle soufflait enfin. Lila Rose, de l'hôpital, appelait toujours maman régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Elle l'a mise en contact avec un groupe de soutien pour victimes qui se réunissait 2 fois par mois à la maison de quartier. Au départ, maman appréhendait « Je n'ai pas envie de m'asseoir pour reparler de ce qui m'est arrivé, de revivre tout ça ». Lila l'a convaincue d'au moins essayer. À son retour de la première réunion, maman nous a avoué « En fait, ça m'a fait du bien de parler avec des gens qui savent ce que c'est ». Elle a commencé à y aller souvent, à sympathiser avec d'autres femmes en reconstruction. Elle nous a confié que le groupe l'aidait à ne plus se sentir seule et qu'elle retrouvait peu à peu l'espoir et la force d'aller de l'avant. 6 mois après la fin du procès, Kian et moi sommes venus pour notre toute dernière séance de gestion de la colère. L'animatrice s'est installée en face de nous avec 2 dossiers sur son bureau qu'elle a ouverts avant d'en sortir 2 lettres rédigées pour attester que nous avions suivi tout le programme et appris à gérer notre colère de façon saine. Après avoir signé quelques papiers, elle nous a remis les lettres dans des enveloppes bien fermées. Ce jour-là, Stanley nous attendait déjà à la salle. On lui a donné les lettres, il les a parcourues attentivement en hochant la tête à chaque page, puis il est allé chercher 2 cadres achetés à la supérette. Il a tout de suite accroché nos lettres, juste derrière son bureau, à côté de ses diplômes de ceinture noire et des photos de compétition. En tapotant les cadres, il a déclaré « Ça rappellera à tout le monde ici que la vraie force, c'est de maîtriser ses émotions, pas seulement ses points. » On a repris l'entraînement sérieusement dès la semaine suivante. Après tous ces mois de procédures et de tensions, ça nous faisait vraiment du bien de retrouver un peu de discipline. Nos combats avaient changé. On savait désormais ce dont on était capable. À chaque coup porté contre Kian, j'avais conscience de mes 13 années d'apprentissage et de la responsabilité qu'elle représentait. Kian bougeait différemment lui aussi, avec davantage de self-control, de précision, fini le temps où le but était juste de toucher l'adversaire. Stanley ne nous ménageait pas, il nous faisait faire des tours de salle en rab et imposait des exercices techniques plus durs que jamais, en nous poussant à canaliser notre énergie dans la technique, pas dans la colère. Un samedi matin, maman est entrée à la salle. On était en plein sparring et je l'ai vue s'installer près de la porte sur le banc. C'était la première fois qu'elle assistait à un de nos entraînements depuis avant l'agression. Kian et moi enchaînions nos mouvements, bloquant et contrant avec cette précision que Stanley nous demandait depuis des semaines. À la pause, j'ai aperçu maman essuyer quelques larmes. Elle s'est approchée et nous a pris dans ses bras sans se préoccuper de la sueur ou de la poussière, puis elle nous a dit « Je suis fière de la façon dont vous avez traversé tout ça, même si ça n'a pas été facile et que ça vous a coûté cher. » Ces mots avaient bien plus de valeur à nos yeux que n'importe quelle médaille. 1 an après la condamnation de papa, maman m'a appelé alors que j'étais au travail. Elle avait l'air tendue et nous a demandé, à Kian et moi, de passer chez elle dans la soirée, parce qu'il fallait qu'on discute. Une fois sur place, elle nous a montré une lettre envoyée depuis la prison où papa était détenu. Elle n'avait même pas ouvert l'enveloppe et se demandait si elle devait ou non la lire. Kian l'a prise, l'a observée longuement, puis je lui ai dit « C'est toi qui choisis, tu ne dois rien à papa, même pas de lire ce qu'il a à te dire. » Maman a repris l'enveloppe, s'est levée, a traversé la cuisine et l'a jetée à la poubelle sans hésiter, puis elle a simplement dit « Pour moi, ce chapitre est clos. » Quelques semaines plus tard, maman a reçu un appel d'une intervenante auprès des victimes. L'ex-femme de Casper tenait à lui présenter ses excuses pour les actes de Casper. Elle avait appris trop tard ce qui s'était passé et en avait été profondément bouleversée. L'intervenante a demandé si maman accepterait de recevoir une lettre. Maman a accepté et quelques jours plus tard, elle a lu la lettre où l'ex-femme de Casper s'excusait sincèrement de toute la souffrance causée et espérait qu'un jour maman parviendrait à aller mieux. Elle tenait à souligner qu'elle ne nourrissait aucune rancune envers maman
et précisé que la fille de Casper n'avait jamais été au courant de cette histoire. Assise à la table de la cuisine, maman lui a répondu qu'elle acceptait ses excuses et qu'elle ne lui en voulait pas, ni à elle, ni à sa fille. Elle a posté la lettre le lendemain et elle a dit que ça lui enlevait un poids de pouvoir tourner la page. Sian a été contacté par le directeur d'un programme de MMA destiné aux jeunes, à l'autre bout de la ville. Il cherchait un nouvel entraîneur et c'est Stanley qui l'avait recommandé. Sian est allé découvrir le projet et il est revenu emballé par l'idée. Il a accepté le poste et s'est mis à entraîner les enfants 2 fois par semaine. Je suis allé à une de ses séances et franchement, il était fantastique avec eux. Il leur apprenait les bases, parlait de respect et de discipline et leur disait souvent « savoir se battre, c'est aussi savoir quand il ne faut pas se battre ». Le voir avec ces jeunes m'a fait prendre conscience du chemin parcouru ensemble. À la même période, j'ai commencé le bénévolat dans une association qui accompagne les victimes au centre-ville, pour aider les familles à se repérer dans les dédales du système judiciaire quand l'un des leurs a été blessé. Tout ce que j'avais traversé dans l'affaire de maman et pendant le procès me permettait d'être utile aux autres, d'expliquer les démarches, de rassurer ceux qui hésitaient à témoigner ou qui se sentaient perdus. C'était important pour moi de transformer la douleur en quelque chose qui pouvait servir à d'autres. Pour l'anniversaire de l'agression de maman, on s'est retrouvés tous les 3 dans sa nouvelle maison autour de sa fameuse lasagne et on a revu ensemble tout ce qu'on avait traversé en 1 an. Maman a dit « Je dors enfin tranquille sans cauchemar ». Sian expliquait combien entraîner les enfants avait donné un sens nouveau à sa vie. De mon côté, je racontais les familles que j'avais pu aider grâce à l'association. On n'a pas eu droit à une justice parfaite. Papa allait sortir dans 4 ans, Casper dans 3. Mais on avait retrouvé une certaine justice, de la sécurité et la possibilité de nous reconstruire ensemble. La vie n'a pas repris son cours comme avant, parce que l'avant n'existait plus. Mais on a réussi à bâtir autre chose, quelque chose de plus fort. Une famille qui a affronté les épreuves et choisi d'avancer avec sincérité et courage.